Alors, ça me fait évidemment extrêmement plaisir donc de vous souhaiter la bienvenue à ce grand événement sur le commerce international organisé par l'Institut d'études internationales de Montréal, donc l'IEIM, dans le cadre des rendez-vous Gérin-Lajoie. Je me présente, François Audet, je suis directeur de l'IEIM et professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Ça me fait donc grandement plaisir de vous accueillir dans cette salle virtuelle, évidemment, parce qu'en raison du contexte actuel, donc l'édition, la deuxième édition 2020 des rendez-vous Gérin-Lajoie est entièrement virtuelle. Elle était prévue pour l'automne, donc on l'a fait, pardon, pour le printemps et on l'a fait donc pour l'automne. Elle s'est amorcée d'ailleurs hier soir à travers un webinaire extrêmement intéressant, regard croisé sur la gestion de la pandémie entre le Québec et le Japon. Beaucoup de leçons apprises et d'échanges très intéressants, scientifiques et politiques sur le confinement et le reconfinement. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs d'entendre le consul du Japon et également le docteur Horacio Arruda du Québec, bien connu ici. Les rendez-vous Gérin-Lajoie se poursuivront aussi au courant de la semaine prochaine avec un agenda très rempli. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter notre site Internet, soit celui de l'IEIM ou des RGVL, pour avoir la programmation complète, notamment l'impact de la pandémie sur l'Afrique de l'Ouest, également l'impact de la pandémie sur les différents systèmes d'éducation. Ces rendez-vous Gérin-Lajoie ne seraient pas possibles, évidemment, sans le soutien de partenaires importants, et il faut absolument que je les mentionne. Évidemment, donc, le ministère des Relations internationales du Québec qui nous a soutenus dès le départ de cette aventure des rendez-vous Gérin-Lajoie, donc le gouvernement du Québec, je remercie. Également, évidemment, l'Université du Québec à Montréal et le Conseil des Relations internationales de Montréal. Je m'en voudrais aussi beaucoup de ne pas remercier toute mon équipe qui travaille très fort depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'il a fallu tout changer notre agenda. Et je crois qu'en 2020, vous savez ce que ça peut impliquer. Alors, toute mon équipe, donc Caroline, les deux Catherine, Marie-Claude et Christina, merci beaucoup pour votre travail derrière la caméra, derrière l'ordinateur, comme c'est le cas aujourd'hui, pour avoir organisé ces rendez-vous Gérin-Lajoie. Qu'est-ce que c'est que les rendez-vous Gérin-Lajoie? En quelques secondes, ça vise à construire donc des canaux de conversation, à servir d'incubateurs de débat et évidemment, on en a besoin plus que jamais. On se rend compte à quel point la démocratie est fragile et importante avec ce qui se passe chez nos voisins américains. Donc, de créer des ponts entre la recherche académique, la communauté de pratique, les différentes communautés de pratique, le secteur privé, le milieu des affaires, la société civile. Spécifiquement, c'est aussi pour tenter de projeter le Québec dans le monde et dans l'avenir, dans un contexte de transformation mondiale, et je crois que le mot est très faible cette année pour parler d'un monde en transformation. Et évidemment, des thèmes aussi importants que les conflits commerciaux et la pandémie sont à l'ordre du jour, et c'est ce que nous allons d'ailleurs discuter aujourd'hui. Je dois dire évidemment que les rendez-vous Gérin-Lajoie sont aussi un clin d'œil pour tout ce qu'aura fait M. Paul Gérin-Lajoie afin de pouvoir justement permettre au Québec de se distinguer dans le monde. Alors évidemment, on a une pensée pour lui. Donc, aujourd'hui, l'IEIM est extrêmement honoré de recevoir M. Pascal Lamy, qui a été directeur général de l'Organisation mondiale du commerce de 2005 à 2013. Donc, la première partie du webinaire ce midi, pour ceux qui l'écoutent en direct, sera donc un entretien entre M. Lamy, que je remercie personnellement d'être là et de nous avoir suivis également dans l'agenda changeant qu'on a eu. Un entretien donc qui aura lieu avec notre président, donc président de l'Institut d'études internationales de Montréal, mon président Bernard de Rome, que je remercie aussi pour tout le soutien durant toutes ces années, encore une fois. Merci beaucoup Bernard d'être encore là avec nous aujourd'hui. Et le tout sera suivi après par un débat avec des experts, notamment de l'UQAM et M. Rémillard aussi, mes deux collègues donc, de l'Université du Québec à Montréal. Je ne veux pas voler les punchs parce que je dois maintenant laisser la parole à notre animatrice de ce webinaire qui va justement faire des ponts entre tout ça. Donc, c'est Mme Julie Drolet, qui est bien connue, qui agira à titre d'animatrice de l'événement aujourd'hui. Donc, rapidement, Mme Drolet, comme vous le savez, est animatrice et journaliste à Radio-Canada et sur la chaîne d'information, réseau d'information RDI.
anime plusieurs émissions extrêmement importantes, notamment le Club des Ex, hein, qui a resté dans notre imaginaire, évidemment. Et c'est dans cet esprit-là qu'on souhaite, évidemment, avoir le débat et la conversation aujourd'hui. Alors, je remercie personnellement, évidemment, Julie, d'avoir encore accepté d'animer notre panel phare de cette deuxième édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Je lui laisse donc la parole et la suite des choses. Je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup. Oui, le micro de Julie, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que j'ai du son? Oui, c'est bon. Oui, bon, excellent. Mais ça vaut tellement mieux dans ce temps-là. Bonjour. Merci beaucoup, François. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est une année totalement hors norme et c'est une semaine, évidemment, totalement hors norme avec les résultats électoraux qui finissent plus de sortir du côté des États-Unis. Alors, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air, il y a beaucoup de turbulences dans l'année. On va s'intéresser à tout ça, on va s'intéresser à l'aspect économique de tout ça. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Quel impact ça a, toutes ces turbulences? Vers quoi on s'en va? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles seraient les meilleures pratiques? Alors, on va croiser des regards de gens qui réfléchissent à ces questions-là, qui ont beaucoup de choses à nous dire et qui ont beaucoup de choses à se dire entre eux. C'est pour ça que l'événement est vraiment en deux temps. Il y a d'abord un entretien avec notre invité d'aujourd'hui, M. Pascal Lamy, qui va durer 20 minutes, animé par le président de l'IEM. Et par la suite, ce sera un deuxième temps. Il y aura une conversation plus ouverte avec nos trois invités conférenciers et M. Lamy. On va être ensemble, tous ensemble, jusqu'à 13h10. À partir de 13h10, M. Lamy va devoir nous quitter. M. Lamy a un gros agenda, alors il a déjà un engagement qui suit tout de suite après, mais nous, on va poursuivre encore la discussion pendant une dizaine de minutes par la suite. Puis on va réagir aussi à tout ce qui va s'être dit. Alors, je vous présente tout le monde, on va y aller segment par segment ici. D'abord, notre conférencier invité, Pascal Lamy, qui a été directeur général, comme le disait François, de l'Organisation mondiale du commerce 2005 à 2013, actuellement président du Forum de Paris sur la paix, président de Brunswick Europe, président émérite de l'Institut Jacques Delors, conseiller auprès de la Commission européenne. L'auteur de nombreux ouvrages, je retiens deux titres ici qui m'ont frappé parce qu'ils me semblent brûlants de pertinence. C'est publié chez Odile Jacob, qui s'intitule « Strange New World » et « Où va le monde ?» Deux excellentes questions et réflexions ici. L'entretien va être mené par Bernard de Rome. Bernard, qui est le président donc, de l'Institut d'études internationales de Montréal depuis 2010, qui est une référence en matière d'information, qui a présenté pendant plus de 30 ans le téléjournal de Radio-Canada, qui a été moult fois honoré, décoré. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a beaucoup d'appétit d'entendre votre dialogue, d'entendre votre discussion, Bernard, M. Lamy, je vous invite à commencer votre conversation. Oui, donc on a besoin du micro pour Bernard et M. Lamy, s'il vous plaît. Le mien est activé. Oui, c'est parfait. Donc, on va attendre une petite seconde pour que le micro de Bernard soit activé. Ce ne sera pas tellement long, Bernard. Ça fait partie de notre nouvelle réalité. Ce ne sera pas tellement long. Et bonjour Bernard, je crois que vous devez activer vous-même votre micro, Bernard. Oui, si tu pouvais activer le micro, ce serait probablement plus rapide. Merci, Caroline. Voilà. Est-ce que ça va? C'est bon, Bernard. Est-ce qu'on entend? Bon, comme disait M. Biden, patience, patience. Bon, alors, monsieur Lamy, bonsoir.
Est-ce Bonsoir, que vous bonsoir. m'entendez? Oui, M. Damien Très bien. Robert, oui. Alors, en plus de cette distanciation sociale qui est de mise, il y a quand même, je vous dis bonsoir parce qu'il y a quand même une distanciation de fuseau horaire. Alors, merci effectivement d'accepter de répondre à quelques questions. Bon, alors allons-y directement. La COVID a frappé très durement les économies mondiales, tous secteurs confondus. On constate que la deuxième vague semble encore beaucoup plus pernicieuse et ce qui risque d'aggraver les choses. À votre avis, est-ce que la pandémie a montré à la fois les limites du multilatéralisme tel que pratiqué actuellement, de même que les coûts astronomique de son échec? Bon, je crois que c'est clair que cette crise sanitaire, donc économique, donc sociale, donc d'un certain point de vue politique, et qui malheureusement pour beaucoup d'entre nos pays n'est pas terminée, aura secoué le monde de l'échange international. Je pense qu'il est trop tôt pour dire ce qu'il en adviendra. Je crois que nous voyons que les tensions qui habitaient le système des échanges internationaux avant le Covid, et il y avait un virus dans le système international avant le Covid qui porte le nom de Trump et qui a beaucoup chahuté le système international commercial depuis 4 ans. Donc il y avait des tensions. La crise du Covid les a probablement amplifiées, pour ne pas dire exacerbées, mais dans des directions différentes. On constate par exemple que dans certains pays, les difficultés d'approvisionnement qui sont apparues au pic de la crise sur les médicaments, les respirateurs, les masques, ont fait réaliser que certaines chaînes de production mondialisées, multilocalisées, étaient fragiles en cas de choc comme celui que nous avons connu, d'où une conversation que l'on retrouve dans beaucoup de pays sur est-ce qu'il ne faut pas revoir ces chaînes, les raccourcir, les diversifier, les modifier, ce qui peut porter, d'un certain point de vue, à ce qu'on appelle dans la langue de Molière le reshoring, le rapatriement d'un certain nombre de productions. Bien, donc il y a là une tendance qui n'était pas inexistante avant, mais qui peut se faire sentir. Je pense personnellement, mais on en reviendra sans doute, que ceci sera limité, notamment en raison de son coût. Mais d'un autre côté, nous savons aussi que cette crise a projeté le monde dans l'univers de la digitalisation 5 ans ou 10 ans vers l'avenir. Or, les progrès de la digitalisation sont facilitateurs de l'échange international, et notamment en matière de services. Pensez que dans quelques années, il y aura plusieurs dizaines de millions de médecins indiens qui seront capables de faire de la télémédecine dans d'excellentes conditions, alors que jusqu'à présent, c'est le type de métier qui était resté localisé. Donc, je crois qu'il y a des forces à l'œuvre dans différentes directions, qu'il est difficile de se prononcer sur quel sera exactement le résultat du jeu de ces forces. Pour ce qui me concerne, je ne crois pas à la déglobalisation. J'ai souvent dit, y compris d'ailleurs à l'Institut d'études internationales à Montréal, que je considérais que la globalisation est un processus à la fois efficient et douloureux. Je considère que la déglobalisation est un processus inefficient et douloureux. Et donc, je pense que ce sera limité. Mais par contre, je pense que la globalisation telle que nous l'avons vécue, en tout cas du point de vue des échanges internationaux, de leur dynamique, de leur volume, de leur localisation depuis 20 ou 30 ans, ne sortira pas indemne de cette crise. Elle va probablement devoir changer, bouger, s'adapter. Et ce qui est en cause, au fond, c'est le modèle dans lequel nous vivons, qui est celui d'un capitalisme de marché globalisé, très efficace, très stressant pour les hommes, pour la nature. Est-ce que cette crise va
porter à penser des modifications qui seraient bienvenues compte tenu de l'analyse qu'on peut faire des origines de la crise et de ce développement. Je le pensais il y a 6 mois, quand je pensais que la crise allait durer 6 mois. Maintenant que je sais qu'en gros, la crise va durer à peu près 3 ou 4 fois cette quantité temporelle, je ne suis Jusqu'à pas maintenant. sûr que mes espoirs soient de nouveau fondés. Bon, alors vous avez quand même fait allusion là, à cette interview que vous avez accordée au Monde au mois d'avril, dans laquelle vous déclariez que la crise, donc liée à la pandémie, aurait un effet de reconfigurer la mondialisation et renforcer le précautionnisme. Je vais vous demander de vous expliquer quand même là-dessus. Oui, vous avez raison. Comme souvent, les mots qu'on invente quand on essaie d'interpréter de nouvelles réalités, ils sont un peu obscurs au démarrage. On va le présenter à notre ami Laferrière, qui était à l'Académie française. Je pense qu'il faudra attendre quelques décennies avant que l'Académie française ne s'en saisisse, mais simplement, pour m'expliquer, on sait ce que c'est que le protectionnisme. Le protectionnisme, ça consiste à protéger des producteurs nationaux de biens, de services, de la concurrence étrangère. Il y a divers moyens de faire ça. Ça fait à peu près 20 siècles que ça se pratique, depuis que le roi de Crète a signé le premier traité de commerce avec le pharaon égyptien à l'époque. On sait ce que c'est que des droits de douane, on sait ce que c'est que des subventions, on sait ce que c'est que des restrictions quantitatives. Au fond, le monde de la régulation de l'échange international est très familier avec le protectionnisme, ce qu'on en fait, comment on le traite. Bien. Ce que j'appelle précautionnisme, ça consiste à protéger nos populations de risques. De risques sanitaires, de risques phytosanitaires, de risques sur l'environnement, de risques sur ce que certains consommateurs craignent, à savoir si leur architecte est correctement diplômé, si l'infirmière est correctement formée. Tout cet univers du risque a une importance croissante dans l'échange international parce que protéger les populations de risque amène à des régulations qui sont souvent des obstacles à l'échange international. Alors, à la différence des droits de douane ou des tarifs ou des restrictions quantitatives qui sont des obstacles intentionnels à l'échange, si les États-Unis et l'Europe considèrent que dans le cas américain, il faut mettre des gros pare-chocs sur les voitures, parce que c'est comme ça que les crash tests disent qu'il faut construire des voitures. Et si les Européens disent non, 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 il faut mettre des petits pare-chocs sur les voitures, parce que les tests européens font que les petites voitures résistent bien avec des petits pare-chocs, nous avons un obstacle à l'échange. Parce que si vous exportez une voiture américaine sur le marché européen, il faut démonter le gros pare-choc et en mettre un petit, et vice-versa. C'est un frottement à l'échange. Je prends un autre exemple. Si je produis des roses au Rwanda, je n'ai aucun problème d'accès au marché du point de vue des droits de douane, des restrictions quantitatives en Europe, aux États-Unis, au Japon. Simplement, l'Europe, les États-Unis et le Japon administrent à leurs frontières des maximums de résidus de pesticides qui sont différents les uns des autres, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir, alors que j'ai un sol parfait, j'ai un climat très bon, j'ai de la main-d'œuvre pas chère, normalement je devrais pouvoir exporter des roses partout dans le monde et faire des économies d'échelle qui correspondent à l'efficience que crée le commerce international. Je vais cultiver un champ de mes roses pour les Américains, un champ de mes roses pour les Européens et un champ de mes roses pour les Japonais. Le précautionnisme, Bernard de Rome, c'est ça. C'est là que nous avons un problème que nous n'avions pas dans le temps où, au fond, les populations humaines s'accommodaient de risques très nombreux avec lesquels ils avaient appris à vivre et parfois, hélas, à mourir. Nous allons vers un monde où la précaution prendra de plus en plus d'importance. De mon point de vue, la crise du Covid va accélérer cette évolution, et notamment sur le plan sanitaire et phytosanitaire. Et donc, il faut porter notre regard sur cette partie de l'organisation.
du système international, étant entendu qu'il va falloir, à un moment, et je sais que c'est très compliqué, penser à des convergences entre ces systèmes de régulation de la précaution, de manière à ne pas fragmenter l'univers des échanges, c'est-à-dire à en garder un certain nombre d'efficiences. Donc, la précaution, ou enfin le précautionnisme dont vous parlez, ça laisse entendre que le risque zéro, finalement, enfin, qui est impossible. C'est impossible. Je veux dire, c'est un horizon à atteindre, finalement. Je crois qu'on peut avoir des positions, disons, philosophiques ou scientifiques différentes sur cette question. Je constate un fait sociopolitique, des populations qui deviennent moins pauvres et qui vieillissent sont beaucoup plus sensibles aux risques et demandent à la cité telle qu'elle est organisée, c'est-à-dire au pouvoir politique, de les protéger de plus en plus contre ces risques. C'est un fait sociopolitique que je constate. En Europe, c'est absolument évident. Aux États-Unis, ça me paraît aussi assez clair, même si les méthodes que nous utilisons, la hiérarchie des risques que nous avons n'est pas la même. Les Américains n'ont aucun problème avec les OGM. Les Européens, oui. Les Japonais ont aussi leur propre système de précaution. Donc, je constate simplement que tout ceci monte. Et si vous regardez un cas qui est très frappant, qui est celui de la Chine, parce qu'en quelque sorte, on a en Chine, en quelques dizaines d'années, un raccourci de croissance économique et d'augmentation des revenus et des standards de vie que nous avons mis plusieurs siècles à faire dans les pays classiquement occidentaux. On voit bien que dans le débat politique chinois, et il y a un débat politique en Chine, c'est une dictature du Parti communiste chinois, mais pas au sens où elle supprime complètement tous les débats. Toutes les grandes vulnérabilités qui sont apparues et que le Parti communiste chinois a été obligé de gérer ces dernières années, ce sont des affaires de précaution. C'est de l'eau, c'est du lait, c'est des constructions qui étaient mal foutues, ce sont des terrains qui ont glissé, c'est de l'ordre de la précaution. Alors, est-ce à dire que la mondialisation aura une forme beaucoup plus, prendra une allure beaucoup plus humanitaire sur tous les fronts, sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan de la disparition de la pauvreté, par exemple? Ce que vous préconisez. Sur l'environnement, ma réponse est oui, car je crois que la conscience du fait qu'on ne peut plus gérer nos ressources et dans un certain cas les gaspiller comme on l'a fait depuis 150 ans ou 200 ans à partir du début de la révolution industrielle, c'est terminé. Hein, nous n'avons qu'une seule planète et on est en train de l'épuiser. Et je pense que de ce point de vue-là, le capitalisme va devoir bouger. Les Européens, comme vous le savez, sont en quelque sorte en tête de peloton sur ce sujet. Zéro carbone en 2050, c'est une transformation considérable de l'économie européenne. Les Chinois, comme vous le savez, viennent de décider zéro carbone en 2060. C'est une transformation considérable du modèle de développement chinois. Les Japonais viennent de suivre. Sur le plan de l'environnement et en gros dans le commerce international, ça se traduira par une augmentation d'un des facteurs de production qui est le prix du carbone. Et sur la question de la disparition de la pauvreté, alors? Alors, ceci me paraît beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Autant nous avons une seule planète et l'environnement ne connaît pas de frontières, autant les questions de solidarité sociale, de redistribution, de pauvreté, qui est toujours quelque chose de relatif par rapport à quelque chose qui est riche, je pense que nous ne sommes pas dans un monde où les citoyens des différents pays partagent un sentiment d'appartenance suffisant pour confier à l'ordre international la question de la justice sociale. Ce sont des choses qui restent paramétrées très fortement en fonction de culture, d'histoire, de philosophie politique. En gros, s'il s'agit de prendre dans la poche des uns pour donner aux autres, pour que la société soit moins inéquitable, moins violente, plus pacifique, les modes de faire de cela resteront, à mon avis, très largement localisés. Ce n'est pas aujourd'hui une question de la gouvernance mondiale. L'environnement en est un,
le commerce en est un, les droits de l'homme en sont un, la santé, on l'avait peut-être oublié, en est un, les questions de solidarité sociale, de redistribution, resteront, à mon avis, de l'ordre de la subsidiarité locale. Bon, il reste que la crise actuelle, sans doute direz-vous que ça sonne, enfin une alerte, ça sonne un réveil. Quel message est-ce que ça envoie à la Chine, par exemple, qui, depuis le début, a joué d'obscurantisme? Qu'est-ce que ça lance comme message aux États-Unis, qui, pour la première fois depuis 3/4 de siècle, n'ont pas assumé leur leadership traditionnel? Alors, je suis d'accord avec ces deux constats. Ils sont le résultat de deux évolutions qui étaient là, si je puis dire, avant Covid, et que là aussi, Covid a sans doute renforcé. Le premier, c'est cette rivalité thucydidienne, disent les historiens, entre les États-Unis et la Chine, qui a commencé à habiter ce monde à partir du moment où Deng Xiaoping a décidé dans les années 70 que la Chine allait rejoindre le monde, qu'elle avait en quelque sorte quitté pendant quelques siècles, d'une part, et inévitablement ceci conduit, compte tenu de la vitesse et de l'énormité du développement économique chinois, y compris dans l'échange international, à des problèmes, à des rivalités, avec l'hyperpuissance, en tout cas la puissance dominante, depuis un peu plus d'un siècle que sont les États-Unis. Cette rivalité, elle a été accentuée par le Covid, compte tenu des bévues chinoises du début et des bévues américaines du traitement de la crise. Nous étions dans une situation dans laquelle les États-Unis se sentent vulnérables à la croissance chinoise et auquel les Chinois se sentent vulnérables aux pressions américaines. M. Trump a hystérisé cet antagonisme, à mon avis, à tort. Je reconnais qu'on peut en discuter, puisque le résultat, c'est quand même plutôt que la Chine d'après Trump sera plus autarcique que la Chine d'avant Trump. Si nous considérons, et c'est le cas pour un certain nombre d'entre nous, et à des degrés différents, que la Chine est une menace, alors je considère personnellement qu'une Chine autarcique est plus dangereuse qu'une Chine intégrée dans la globalisation. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la crise du multilatéralisme qu'on a vu à l'œuvre pendant la crise Covid, qui est incontestablement un point bas de la coopération internationale. Où est le Conseil de sécurité? Où est le G20? Où est le G7? On a vu les polémiques autour du rôle de l'Organisation mondiale de la santé. Nous allons d'ailleurs reparler de tout cela au Forum de Paris pour la paix la semaine prochaine, notamment sur une question de coopération internationale essentielle où nous devons sortir du trou dans lequel nous sommes, qui est le problème des vaccins. Oui. Si nous ne faisons rien, nous allons, au mois de juin prochain, couper la planète en deux, une moitié à laquelle vous et moi et les participants à ce débat font partie, qui seront couverts par un vaccin, et une autre moitié qui ne le sera pas. Cette fracture, si elle intervient, sera une fracture du système international sans aucun précédent. Et donc, il y a là deux crises simultanées, et il nous faut travailler sur ces deux tableaux. Vous avez raison quand vous parlez du laxisme de plusieurs instances multilatérales, G7, etc., etc., etc. Mais là, vous avez mentionné que la Chine d'après Trump. Là, on est tous un peu curieux de vous entendre sur ce qui se produit en ce moment aux États-Unis, ce qui est arrivé. Il semble bien, comme j'avais l'habitude de dire, si la tendance se maintient, qu'il y a une présidence qui attend Joe Biden, semble-t-il. Est-ce que Biden est susceptible de ramener les États-Unis dans un plus droit chemin, dans le cas où, effectivement, il devient président de ce pays? C'est évidemment une question très importante pour nous. C'est même, au fond, pour nous, et c'est notre cas, autour de cette table digitale qui ne sommes pas électeurs, c'est la question la plus importante, au fond. Il y a des tas d'enjeux dans la politique domestique américaine, mais pour nous, qui ne sommes pas américains, l'enjeu, c'est de savoir si Joe Biden retrouvera, à la différence de son prédécesseur,
le chemin d'une forme de multilatéralisme, de coopération internationale? Je pense que oui. Je pense que Joe Biden est un Américain en quelque sorte classique. Il a beaucoup d'expérience à la Commission des affaires étrangères du Congrès. Il est un multilatéralisme. Il est un homme qui a une grosse expérience de gouvernement. Il a été Il est un peu protectionniste quand même, si vous permettez. Le contraire serait étonnant compte tenu du poids de la AFL-CIO dans l'électorat et dans le financement du Parti démocrate. Il se trouve qu'aux États-Unis, et je ne vous apprends rien, la AFL-CIO est très forte dans l'économie traditionnelle et très faible dans la nouvelle économie pour des raisons qui tiennent à la régulation de la syndicalisation aux États-Unis. Je trouve que c'est une grosse erreur de limiter la syndicalisation dans l'ancienne économie parce que ça met les syndicats du côté protectionniste. Bien. Laissons cette affaire américano-américaine de côté. À ma connaissance, ce n'est pas le cas au Canada, par exemple. Au Canada, si vous voulez vous syndiquer et que vous êtes dans le secteur des services ou de la distribution, vous pouvez le faire comme quand vous êtes dans la mécanique ou dans la production d'acier ou de pétrole. Bien. Donc, je crois que Joe Biden a une conception plutôt coopérative de l'action internationale, alors que Trump avait une conception anti-coopérative. Et je crois aussi que les méthodes de Joe Biden pour arriver à ses fins seront différentes de celles de Trump, qui, comme on le sait, est un apôtre de la violence et de l'antagonisation des rapports quand on veut quelque chose. Il a d'ailleurs parfaitement pratiqué, il l'avait écrit dans The Art of the Deal. J'ai toujours dit qu'on aurait dû tous lire ce livre il y a très longtemps pour comprendre beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre maintenant. Alors, ça, c'est peut-être probablement ce qui va changer. Ce qui ne va pas changer, c'est les deux points que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la rivalité sino-américaine. Elle est là, elle nous concerne tous, parce qu'à un moment ou un autre, plus elle imprime le système international, plus elle va nous obliger de temps en temps à choisir. Et ceci est une situation désagréable, inconfortable, en tout cas pour nous Européens. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours considéré que le Canada avait, si je puis dire, une apparence, un modèle, une pensée très européenne du point de vue de ce qu'il faut faire dans l'action internationale. Donc ça ne va pas changer. Et le creux de multilatéralisme dans lequel nous sommes, il va falloir en sortir, et je suis certain que ça prendra du temps. Pour nous, Européens, le facteur fondamental, et vous, les Canadiens, vous êtes mieux placés que nous pour comprendre ce qui se passe. Pour nous, les Européens, le facteur fondamental, c'est le pivot de ce monde vers l'Asie. Vous, les Canadiens, vous avez une façade atlantique et une façade pacifique. Vous avez la capacité de porter le regard des deux côtés. Vous êtes de ce point de vue-là comme les Américains. La réalité, c'est que beaucoup d'Européens pensent encore à tort que l'Europe est très importante pour les États-Unis d'Amérique. Ça n'est plus vrai. Ce qui est très important pour les États-Unis d'Amérique, c'est l'Asie, c'est la façade pacifique. Et de ce point de vue-là, il y a un défi qui est porté aux Européens qui devront, dans le système international, dans la vie internationale, dans la coopération internationale, exister plus par eux-mêmes. On commence à en prendre le chemin, ça prendra du temps. Bon, il est certain que l'humanité n'a pas les moyens de vivre un démembrement du multilatéralisme. Je pense que les retombées seraient nettement trop coûteuses. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous laisser là-dessus, mais vous ne nous laisserez pas. Je vais céder l'antenne à ma collègue Julie, qui, avec ses invités, ses conférenciers invités, vont pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie infiniment. J'étais très heureux d'avoir le grand plaisir de échanger avec vous et de vous poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Et encore une fois, c'est un plaisir pour moi de retrouver mes amis de Montréal, comme à chaque fois. Non, c'est partagé. Ne serait-ce que parce que, entre nous, si je puis dire, on peut parler français, ce qui est finalement assez agréable, y compris sur ces sujets compliqués. Merci beaucoup, Monsieur Lamy. Merci infiniment. Et puis, Julie, je vous cède le micro. Au revoir.
Merci Bernard, merci beaucoup. Monsieur Lamy, quelle discussion intéressante. On vous garde avec nous et on veut poursuivre cette discussion maintenant. On entre donc dans le deuxième segment de cette rencontre, dans le cadre de cette journée. Donc, on va inclure des gens dans la discussion maintenant et c'est vraiment dans l'esprit de ces journées Gérin la joie de l'Institut d'études internationales de Montréal de mettre en contact finalement des gens avec des expertises différentes, de croiser les regards et d'aller et dans le monde des études, mais dans le monde aussi des gens qui sont sur le terrain finalement, le monde des affaires aussi. Alors, je vous présente les 3 prochains invités qui vont participer à la suite de la discussion. Christian Debloc, qui est économiste de formation, qui est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'UQAM, qui a axé des recherches principalement sur la politique commerciale des États-Unis. Alors, évidemment, les États-Unis aujourd'hui, c'est l'éléphant dans la pièce, je vous dirais, dans le contexte de cette élection non résolue encore aujourd'hui, bien que, comme Bernard le disait, il y a une tendance qui se maintient actuellement. Monsieur Debloc a travaillé aussi sur les questions de régionalisme économique, sur l'intégration économique régionale, en particulier dans les Amériques. Notre second invité qui se joint à nous aussi, Michèle Rioux. Madame Rioux est professeure au département de sciences politiques de l'UQAM, directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation depuis 2011, spécialiste de l'économie politique internationale, des recherches qui portent notamment sur les organisations internationales, sur la gouvernance globale, sur le secteur des télécommunications, commerce électronique, le numérique et les industries culturelles. Et notre dernier invité, Nicolas Rémillard, est le président et chef de la direction du Forum économique international des Amériques, une organisation qui réunit plus de 900 participants, plus de 600 conférenciers dans le cadre de 4 conférences annuelles. Alors, Monsieur Rémillard, Madame Rioux, Monsieur Debloc, merci d'être avec nous. Merci de vous joindre à notre discussion. Je vais m'assurer que tout le monde apparaît bien à l'écran et qu'on puisse poursuivre cette discussion. Est-ce qu'on voit bien tout le monde? Alors, Madame Rioux, je vous vois. Oui, Monsieur Debloc, je vous vois. Nicolas, je vous vois aussi. On va commencer par un premier tour de table, puisque Monsieur Lamy doit nous quitter vers 13h10. J'aimerais d'abord vous entendre à tour de rôle réagir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été avancées ici dans cette discussion. Le monde est en transformation. La transformation, elle est rapide, comme Monsieur Lamy le dit. Cette transformation est accentuée par la crise de la COVID. Monsieur Debloc, à vous la parole. Première réaction. D'abord, merci, Monsieur Lamy, pour cette présentation. Comme d'habitude, vos réponses sont toujours très claires et très nettes. J'aimerais peut-être revenir sur un point que vous avez abordé, et qui était au début de votre exposé d'ailleurs, sur le précautionnisme et la question des réglementations. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est devenu extrêmement important dans les négociations commerciales à l'heure actuelle. Et de fait, on voit bien finalement que dans les accords commerciaux aujourd'hui, c'est même un des chapitres les plus importants. L'Europe a eu beaucoup d'avance dans ce domaine-là. À l'OMC, c'est un peu encore le grand vide. Mais je voudrais revenir un peu sur un point particulier qui me paraît important. Vous avez évoqué à un moment donné l'idée que et je pense qu'elle est très importante, que quand on discute de réglementation, peu importe les principes de précaution ou autres, on négocie plus de la même façon que lorsqu'on négocie des entrées de marché ou autres. Vous avez même parlé, et je vous reprends là-dessus, vous avez parlé d'un dialogue entre régulateurs. Ça, c'est un élément qui me paraît fondamental parce que l'approche est différente et elle ne veut pas non plus dans l'esprit de l'OMC qui est quand même marqué par son histoire. Or, et là, je voudrais vous entendre là-dessus, parce que quand on parle même de dialogue entre régulateurs, et vous l'avez évoqué vous-même, les approches sont différentes, les modèles sont différents, les critères sont différents également. Et on le voit très clairement, par exemple, l'accord signé entre l'Europe et le Canada a un modèle, entre guillemets, de régulation, mais l'accord avec les États-Unis a un autre modèle. Et là, on voit finalement des oppositions quand même qui peuvent apparaître. Et également aussi, il y a un point qui me paraît très fondamental. Il y a une différence importante selon qu'on priorise. Qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'on priorise, finalement, vous l'avez évoqué tantôt, l'idée finalement que les réglementations sont un obstacle au commerce? C'est ça qui prime, même si on admet qu'il y a des contraintes sociales, environnementales ou autres, ou bien au contraire, on priorise l'environnement, le social, la justice, etc. Donc, c'est quand même des approches très différentes et je voudrais que vous reveniez là-dessus, si vous me permettez. Vous avez parfaitement raison. Ces approches sont cette manière d'aborder des obstacles aux échanges, dans un cas intentionnel pour protéger les producteurs,
Dans l'autre cas, non intentionnels, puisqu'il s'agit de protéger des citoyens ou des consommateurs et pas des producteurs, sont fondamentalement différentes. Alors, petite nuance, l'OMC n'est pas un vide de ce point de vue, car l'OMC a des règles qui régissent l'interface entre la protection et la précaution. Il y a des règles à l'OMC qui font que vous ne pouvez pas indûment prétendre la précaution pour faire de la protection. C'est les accords TBT, SPS, donc il n'y a pas de vide, mais par contre, vous avez totalement raison. Traiter ces obstacles aux échanges qui résultent de systèmes de précaution différents, eux-mêmes assis sur des préférences collectives différentes, en fonction de l'histoire, de la culture, de la religion, de la philosophie, ça n'est pas une affaire de négociateurs commerciaux. Et d'ailleurs, je vais même un peu plus loin, ça ne se négocie pas. Je ne vais pas vous dire, je vais baisser ma norme sur les résidus de pesticides pour vous arranger, et vous allez baisser votre norme sur les résidus de produits chimiques dans tel ou tel produit alimentaire pour me faire plaisir. Ça ne marchera pas, ça marchera peut-être entre nous, mais si ensuite on va au Parlement en disant « Mesdames, Messieurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous a baissé votre niveau de précaution pour faciliter l'échange international », ça ne passera jamais. Donc c'est un tout autre jeu, c'est une affaire de convergence, d'harmonisation sur les principes, de reconnaissance mutuelle ou d'approximation. Et au fond, nous les Européens, on connaît très très bien cette différence. Entre 1957 et 1992, on avait éliminé tous les obstacles classiques à l'échange, quantitatifs, les droits de douane, il n'y avait plus d'anti-dumping, etc. Mais on avait les frontières. Quand Delors a dit en 1985, on va supprimer les frontières, il avait pensé une période de 7 ans pour que les Européens harmonisent suffisamment leur réglementation du point de vue de la précaution, en quelque sorte, même si le mot n'était pas celui qu'on employait à l'époque, pour enfin supprimer les frontières. Et donc, c'est un tout autre jeu. Ce ne sont pas les négociateurs commerciaux qui sont à l'œuvre, ce sont des régulateurs. En quoi ces régulateurs peuvent-ils se mettre d'accord? Je crois connaître la réponse, et il est important d'y réfléchir sérieusement. Les régulateurs ne se mettront d'accord qu'à la hausse de la précaution. Les régulateurs ne se mettront pas d'accord à la baisse de la précaution, ça ne passera pas dans les opinions. Et donc, il faut, je crois, s'accoutumer à ça et organiser, en quelque sorte, des formes de convergence de la précaution globale, et on en est loin. Il y a quelques petits îlots d'harmonisation de la précaution dans le monde aujourd'hui. Il y en a un à l'Office international des épizooties, la santé animale. Il y en a un au Codex Alimentarius, qui est une filiale de la FAO et de l'OMS. Mais en général, là où ces harmonisations se font, c'est plutôt dans le privé. Et au fond, l'organisation qui aujourd'hui régente la précaution mondiale, c'est l'ISO, l'Organisation internationale de la standardisation, dont jamais personne n'a entendu parler. On va poursuivre avec la ronde de réactions. J'aimerais entendre réagir nos deux autres invités sur tout ce qui s'est dit déjà dans cette discussion entre Bernard de Rome et M. Lamy. Madame Rioux, on va vous donner la parole. On va entendre votre réaction aussi et vos questions à M. Lamy. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Alors, merci de m'avoir invité à cet événement. Franchement, c'est un honneur d'être ici avec vous et surtout, M. Pascal Lamy, avec tout ce que vous avez pu faire à l'OMC et dans le commerce international. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir vous adresser quelques mots. J'avais pensé commencer avec cette idée de réarticulation des systèmes nationaux et internationaux. On a vu beaucoup de brassage, en fait, au XXe siècle à ce niveau. On a vu dans un tout autre esprit
état d'esprit, le monde, je dirais, crée des grandes organisations internationales qui ont fait beaucoup pour le monde et qui sont peut-être, comme on le discute aujourd'hui, un peu essoufflées au défi, justement par les failles, les faiblesses que cette pandémie accélère et révèle à tous. Nous-mêmes, au centre que je dirige, on se penche beaucoup là-dessus pour voir, et on est d'accord avec vous, ce ne sera pas une démondialisation ou le retour à la mondialisation qu'on connaissait. Donc, je pense que c'est une véritable... c'est un grand défi pour les experts, mais aussi les praticiens, pour comprendre justement où est-ce qu'on peut, quelles sont les trajectoires en fait qu'on peut prendre. Et je rebondirais sur ce que vous avez dit pour répondre à mon collègue Christian Debloc. Vous avez parlé des entreprises. Ces entreprises n'ont pas la même difficulté de se rencontrer et de créer des standards. Alors, est-ce que justement ce 21e siècle n'est pas le défi pour la coopération ou pour le multilatéralisme traditionnel? Ce ne serait pas justement de connaître, de trouver une voie vers une nouvelle diplomatie commerciale qui implique, je dirais, oblige, responsabilise, mais aussi implique plus généralement les entreprises qui elles, font ce commerce. Et je dis ça parce que vous savez, au Québec, au Québec et au Canada, on a un grand défi actuellement sur, et ça c'est l'impact de la pandémie qui l'a démontré, qui se répercute sur la culture québécoise, canadienne, francophone notamment, mais aussi sur les industries culturelles. Et là se pose la question de la marge de manœuvre. Donc je reviens donc à la réarticulation. Quelle est la marge de manœuvre pour les États sans se faire accuser de faire du protectionnisme déguisé ou de, je dirais, de se désengager, par exemple par rapport à des règles commerciales, à être en situation de violation. Quelle est la marge de manœuvre, par exemple, pour un ministre des Finances, pour la taxation, par exemple, des entreprises numériques, culturelles? Quelle est la marge de manœuvre du Patrimoine Canada pour, je dirais, moderniser les cadres réglementaires et, je dirais, impliquer les grandes entreprises qui sont ailleurs, hein, mais qui font du commerce au Canada dans le cadre réglementaire, dans, je dirais, le respect de ce que vous appelez, on ne parle pas de précautionnisme, mais on parle véritablement d'imbrication des industries. Donc, les industries maintenant sont mondialisées. Donc, qui peut justement créer ces nouvelles règles? Est-ce que ce sont les États ou les États ont-ils besoin d'aller plus loin et de négocier avec les entreprises? Et comment entrevoir ça sur le plan démocratique? Oui, alors, je ne sais pas, le dialogue dans la cité. Alors, est-ce qu'on est rendu justement à voir cette grande utopie, comme en Europe, on a pu le voir, de créer de grandes organisations supranationales pour régler tout ça? Vous l'avez dit vous-même, l'Europe est un peu en décalage par rapport au pivot vers l'Asie. Ce n'est pas demain que non plus l'Asie va prendre la gouverne mondiale. Donc, comment faire ce saut? Alors, j'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à cette question-là. Comment faire ce saut au niveau international? Et je terminerai en vous donnant une piste. Est-ce que vous pensez, par exemple, que l'accord que l'Europe a négocié avec le Canada est une sorte de piste? Parce que c'est un nouveau modèle, en quelque sorte. Bon, il y a 15 questions dans votre question. Sur l'accord entre le Canada et l'Europe, j'en dis un mot. Cet accord, j'ai été commissaire européen, comme vous le savez, au commerce international, et j'avais pour principe de finir de conclure les accords que mes prédécesseurs avaient lancés et de ne plus lancer d'accord bilatéral pour donner la priorité au multilatéral. C'était une de mes lignes politiques. J'ai fait une exception à cette doctrine, qui n'a d'ailleurs pas été suivie par mes successeurs. C'est le charme de la politique que de rebattre les cartes de temps en temps. J'ai fait une exception, qui est l'accord avec le Canada, parce que déjà à l'époque, je pressentais l'importance de ces questions réglementaires. Je savais que le Canada est assez proche des États-Unis sur le plan de la régulation de la précaution et des préférences collectives, même s'il y a des différences. Et au fond, pour moi, dans ma vision de l'époque, c'était dans les années 2000, dans ma vision de l'époque,
un accord bilatéral avec le Canada, ça consistait à commencer à mettre le pied dans l'eau de ces questions de coopération réglementaire. Et donc, il y a effectivement, dans l'accord entre les États-Unis et le Canada, un chapitre sur ce sujet, qui n'est pas vraiment contraignant d'ailleurs, mais qui, au fond, lance l'idée d'un dialogue entre les régulateurs dans un certain nombre de domaines. Alors, sur le fond de votre question, Madame Rioux, vous venez de décrire parfaitement les raisons pour lesquelles nous avons créé, avec le président Macron, le Forum de Paris pour la paix, qui se réunit pour la 3e fois la semaine prochaine. C'est la seule rencontre internationale qui n'a pas été annulée cette année. Il est vrai sous forme digitale, encore qu'une petite partie se passera à l'Élysée dans un sommet avec un certain nombre de grands personnages internationaux. Je sais que Nicolas Rémillard, qui est avec nous cet après-midi, est un familier du Forum de Paris pour la paix. Ce que vous avez dit sur l'évolution de la coopération internationale, c'est ce qui m'a mené à passer du multilatéralisme, qui est la coopération entre des États-nations souverains, à ce que j'ai appelé, et cette idée avait séduit Macron à l'époque, le polylatéralisme, c'est-à-dire une gouvernance internationale qui implique d'autres acteurs que les États-nations souverains, d'autres professionnels que les diplomates, des entreprises, des ONG, des grandes institutions académiques, des villes, des régions, qui sont aujourd'hui de grands acteurs de la vie internationale. Il y a sur cette planète une bonne cinquantaine de maires de grandes villes qui ont beaucoup plus de pouvoir que les 2/3 des membres de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une réalité à laquelle nous devons... Et donc, dans la mesure où une partie des problèmes du multilatéralisme provient du fait que les États-nations souverains sont coincés, pour un certain nombre de raisons, certaines bonnes, d'autres moins bonnes, le Forum de Paris pour la paix, c'est l'idée que la coopération internationale doit se diversifier, qu'elle doit s'appuyer non plus seulement sur des structures diplomatiques, mais sur des gens qui coopèrent pour réaliser des projets. Et c'est la raison pour laquelle le Forum de Paris pour la paix a été au fond fondé sur l'idée d'une gouvernance bottom-up. Nous prenons des initiatives et nous essayons de les porter en les aidant à l'échelle de la planète quand elle le mérite. Alors, sur votre point, qui consiste à diversifier, au fond, la régulation selon ou non les secteurs, j'en suis parfaitement d'accord. J'ai d'ailleurs beaucoup coopéré du temps où j'étais commissaire au commerce et ensuite, quand j'étais directeur général de l'OMC, plus discrètement, je dois dire, à la confection de la Convention internationale de l'UNESCO sur la diversité culturelle, pour obtenir un instrument international de telle sorte que le droit commercial international doive s'articuler avec d'autres instruments de régulation internationale. Je suis de ceux, et je ne dis pas ça parce que je parle à des Québécois, je suis de ceux qui considèrent que les vertus des marchés ne s'appliquent pas partout, et qu'un secteur comme celui de la culture ou comme celui de l'information, et notamment, on le voit très bien avec ces plateformes, où au fond la grande loi du capitalisme, qui sont que ce sont les volumes qui font l'efficacité et la richesse, conduit à des comportements grégaires qui sont le contraire de ce que doit être la diversité du dialogue et de la démocratie. Il y a, de mon point de vue, mais je reconnais que c'est une position politique qui n'est pas partagée par tout le monde, il y a des secteurs où il faut limiter le pouvoir des marchés, qui par ailleurs, dans des tas de domaines, est le bon système. Alors, en quoi ceci doit-il être l'objet de régulation globale? On a à peu près résolu la question des rapports entre le droit commercial international et la diversité culturelle avec cette convention de l'UNESCO. Je pense qu'il faut aller plus loin dans d'autres domaines. Et ça, c'est vrai pour la régulation. Monsieur Lamy, la question était complexe. La réponse l'est aussi, c'est ce que vous êtes en train de dire. Très gentiment. Et ouvre encore une fois toutes sortes de portes et nous amène tous à réfléchir avec vous en disant
Vous avez raison. On va devoir se transformer. Il va falloir qu'on change nos façons de faire. Ce ne sera pas simple d'avoir une adhésion et que tout le monde partage ce regard-là. J'aimerais entendre maintenant M. Nicolas Rémillard, qui apporte son propre regard aussi, très en lien avec les gens d'affaires aussi, avec le Sommet des Amériques. C'est vraiment, avec ce forum, c'est vraiment donc un contact très typiquement américain. Mais Nicolas, vous êtes en lien aussi avec la France. Vous préparez d'ailleurs un événement sous peu. Qu'est-ce que vous auriez envie de poser comme question à votre tour à M. Lamy, à la lumière de tout ce qui a déjà été dit jusqu'à maintenant? Rendez-nous ça encore plus compliqué. Écoutez, Pascal, un aspect qui m'a vraiment frappé dans votre présentation, c'était le multilatéralisme. Un nouveau multilatéralisme, une nouvelle forme de multilatéralisme, un new and improved multilatéralisme. Mais dans tout ça, on ne parle pas de l'OMC. Alors, l'OMC, avant la crise de la pandémie, les États-Unis ont menacé de se retirer de l'OMC. On prônait une réforme de l'OMC, mais est-ce que l'OMC pourrait jouer un plus grand rôle actuellement dans toute la nouvelle diplomatie post-COVID ou la diplomatie COVID ou les nouvelles relations entre les pays et dans ce nouveau multilatéralisme? Alors, c'est assez simple comme question, mais je pense que c'est très d'actualité, puis souvent on oublie de parler de l'OMC actuellement. Alors, l'OMC, il se trouve que je la connais bien pour des raisons qui ont déjà été évoquées, est un parfait exemple du multilatéralisme de papa. Ce sont des États-nations souverains qui sont membres de l'OMC. Ce sont eux qui décident, le plus souvent, hélas, par consensus, c'est-à-dire que très souvent, ils n'y arrivent pas à décider, et qu'ils y arrivaient mieux il y a 30 ans qu'il y a 20 ans, mieux il y a 20 ans qu'il y a 10 ans, et mieux il y a 10 ans que maintenant. Parce qu'entre-temps, le monde a changé, et que quand les États-Unis et la Chine se frottent le nez, alors ça devient très difficile de trouver des accords à l'OMC, surtout quand ils s'accusent les uns et les autres de pratiques déloyales. Et il est vrai que les Chinois subventionnent trop leurs exportations et que les règles de l'OMC sont de ce point de vue-là bien faibles et qu'il faudrait les réformer. Et il est vrai que M. Trump a pris des libertés en tapant sur les Chinois qui sont totalement contraires aux règles de l'OMC. L'OMC est un endroit essentiel de la régulation de l'échange international si l'on considère que l'ouverture des échanges, c'est ce qu'il faut faire à un certain nombre de conditions pour que cette ouverture soit aussi juste que possible, mais elle reste une affaire entre souverains. Les entreprises n'ont pas voix au chapitre à l'OMC. Les consommateurs n'ont pas voix au chapitre à l'OMC. Les organisations non gouvernementales, celles qui veulent protéger l'environnement et qui prétendent que les échanges, la croissance des échanges, c'est pas bon, ceux qui se discutent d'ailleurs, n'ont pas, je leur ai ouvert les portes de l'OMC du point de vue de leur capacité à venir voir ce qui s'y passe, à participer à des discussions, elles ne décident pas. Et donc, il ne faut pas compter sur l'OMC pour, au fond, être un exemple de cette nouvelle gouvernance internationale plus diversifiée, plus mobile, plus axée sur un certain nombre de coopérations pour lesquelles il faut arriver à des résultats. Et je reprends l'exemple des vaccins parce que c'est celui qui me préoccupe le plus aujourd'hui dans l'ordre international. Et on va essayer d'utiliser le Forum de Paris pour la paix pour faire avancer cette affaire. L'OMC reste de l'ordre de la régulation. Mais coalition multi-acteurs, si je puis dire, ce n'est pas pour faire de la régulation. La régulation, ça reste en quelque sorte le privilège du souverain. Et donc, même si, et Mme Rioux l'a dit à juste titre, beaucoup d'entreprises privées ont un pouvoir de fait de régulation qui est supérieur à celui des États, si Walmart et Carrefour décident de se faire concurrence pour attraper les clients qui sont pro-environnement, ils vont décider de prendre une norme de résidus de pesticides dans leurs fleurs qui est plus contraignante que celle que la norme publique. Et si je suis producteur, c'est ça qui va compter. Donc, il y a, de ce point de vue-là, des évolutions à faire. Mais pour répondre à Nicolas, il faut que la réforme de l'OMC, c'est-à-dire l'ajustement aux réalités commerciales, technologiques, géopolitiques d'aujourd'hui, des règles de l'OMC qui datent des années 1990, il faut que ceci se fasse, pour l'instant,
entre États-nations souverains. Ça suppose que les États-Unis, la Chine et l'Europe travaillent entre eux, parce que ça reste les trois principales puissances à l'OMC. Vous êtes puissant à l'OMC en fonction de la taille de votre marché intérieur. Ce n'est pas les exportateurs qui décident à l'OMC, c'est les importateurs, contrairement à ce qu'on pense. Donc ce sont les gros marchés qui sont les gros bras à l'OMC. Il faut que l'Europe, la Chine, les États-Unis, et je pense qu'une présidence Biden, si tout ceci se confirme, sera de ce point de vue-là très différente, parce que je crois que Biden reconnaît la nécessité de cette coopération et du membership des États-Unis à l'OMC. Je crois qu'il y a des réformes à faire. Ça suppose, encore une fois, une conversation internationale un peu relaxée par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. Je pense que ça suppose aussi des réformes de nature plus institutionnelle. J'ai souvent dit, et ça c'est mon expérience de DG, qu'il faut rééquilibrer les responsabilités à l'OMC entre les États membres et le secrétariat. Les États membres ont trop de pouvoir et le secrétariat n'en a pas assez. Je reconnais que c'est plutôt une affaire entre initiés que de revoir les procédures et la gouvernance de l'OMC elle-même. Je crois qu'il y a là une piste sur laquelle il faudrait travailler davantage. Monsieur Lamy, il est 1h04. On vous a avec nous encore pendant quelques minutes, mais on va devoir vous laisser filer à 1h10. Alors évidemment, 13h10, heure ici au Canada. J'aimerais avoir rapidement peut-être une réaction de Madame Rioux. Alors Madame Rioux, vous aviez lancé une immense question à plusieurs volets. Vous avez eu une réponse fort complexe, fort détaillée, qui est allée encore plus loin avec la question de Nicolas. Qu'est-ce que vous pensez, comment vous réagissez à la réponse que vous a donnée, M. Lamy, à cette nouvelle façon peut-être de voir les choses, cette nouvelle pratique vers laquelle il faudrait aller? Quel est le terme que vous avez utilisé, M. Lamy? C'était le polylatéralisme. Polylatéralisme, voilà, Madame. Il y a le multilatéralisme et il y a le polylatéralisme. Poly au sens de pluriel, de diversifié, voilà, par rapport à multi qui est la manière dont on caractérise en général le système de coopération internationale entre États-nations. Madame Rioux. Alors, je ne vais pas accroître la complexité, je vais simplement répondre que je suis contente de voir que M. Lamy aime inventer les mots, le précautionnisme et le polylatéralisme. Je vais l'utiliser dans mes cours sur les Nations Unies la semaine prochaine. Mais non, je me réjouis franchement parce que c'est bien de savoir qu'il y a des trajectoires institutionnelles qui s'ouvrent. Justement, et qu'elles sont aussi très pragmatiques. Et vous avez parlé de mobilité, de flexibilité, de réactivité. Je pense que la pandémie nous accélère dans cette voie et je me réjouis en tout cas de votre initiative en France que malheureusement je ne connaissais pas, mais je vais certainement m'y intéresser à juste titre. Monsieur Debloc aussi, j'aimerais entendre votre réaction. Ben, écoutez, moi, j'aimerais ça rebondir d'ailleurs sur ce que dit M. Lamy quasiment à l'instant, quand il a parlé du multilatéralisme de papa. J'ai beaucoup aimé l'expression. Mais il y a un point, et puis en même temps, quand vous avez parlé, dans le fond, à l'OMC, ça reste de l'ordre de la régulation. Mais encore là, quand on est à l'OMC ou quand on est dans une négociation, il faut qu'on parle le même langage. Il faut qu'on puisse se comprendre entre régulateurs ou entre négociateurs. Or, là, vous avez parlé, bon, évidemment, la relation Chine-États-Unis, Trump l'a hystérisé, pour prendre vos mots, mais en même temps, il y a eu des enjeux extrêmement importants qui ont surgi. Vous avez parlé vous-même de subventionnement, etc., mais là, on a remis en question, du côté américain en particulier, le capitalisme d'État en Chine. On a accusé la Chine de tricher. Donc, manifestement, on ne parle pas du même langage. Juste, simplement, le débat qu'il y a eu autour de la notion d'économie de marché à l'OMC, où il n'y a pas de définition vraiment très précise, viennent faire éclater quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend par économie de marché? Comment donc engager un dialogue si les Européens ont une vision de l'économie de marché, si les Américains ont une vision de l'économie de marché, si la Chine a sa propre vision? Et finalement, tout le monde, ça devient cacophonique. C'est même plus le multilatéralisme de papa, c'est la tour de Babel très rapidement. Monsieur Lamy, il va vous rester 3 minutes. Non, mais vous avez raison. Le problème numéro 1 de la régulation de l'échange international aujourd'hui, c'est de mieux organiser la coexistence entre un capitalisme décentralisé, qui est celui de nos pays, du mien, du vôtre,
de l'Europe, des États-Unis, et un capitalisme d'État, qui est le capitalisme chinois, dans lequel 30% de l'économie est sous commande politique du système qui gouverne, c'est-à-dire le Parti communiste chinois. Eux, c'est 30, chez nous, en moyenne, c'est 5. Cette disproportion pose un sérieux problème, et je crois que l'échange international avec les Chinois ne restera pas aussi ouvert qu'il l'a été si cette question, qui consiste à réunir des conditions de concurrence plus loyales, c'est-à-dire à accepter des disciplines sur les aides d'État à l'OMC, dans l'accord sur les subventions, je crois que cette question doit être traitée si on veut préserver un système d'échange ouvert, y compris du point de vue des Chinois. On avait mis ce sujet à l'ordre du jour de ce fameux round de Doha. La modernisation de l'accord sur les subventions faisait partie des 20 sujets d'ajustement du code des règles de l'OMC qu'on avait convenu de traiter quand on a lancé le round de Doha dans les années 2000, à tort, nous tous, vous Canadiens compris, mais disons États-Unis d'abord, Europe ensuite et Japon à l'époque, n'avons pas prêté assez d'attention à la faiblesse de ces règles. Nous avons trop écouté nos juristes quand nous ont dit « Attention, attention, si on resserre les mailles du filet de l'OMC, ce sont nos propres subventions qui vont être attrapées. » Et c'est vrai qu'Airbus et Boeing avaient quelques raisons de penser que ça pourrait leur poser des problèmes. Et là, nous avons en quelque sorte fait une erreur collective en ne voyant pas que la faiblesse de ces règles sur, au fond, les aides d'État, alors que dans nos marchés intérieurs, elles sont correctement constituées et correctement administrées, nous sommes maintenant dans une situation où il faut revoir ces règles avec une Chine beaucoup plus énorme que ça n'aurait été le cas il y a 20 ans ou il y a 10 ans. Si on l'avait fait, je crois qu'il faut le reconnaître. Et en même temps, je crois qu'il faut que les Chinois reconnaissent eux-mêmes que s'ils ne mettent pas en pratique ce concept qu'ils ont qualifié eux-mêmes de « competitive neutrality », whatever that means, alors l'échange international avec la Chine ne restera pas aussi ouvert qu'il l'a été par le passé. Sur ce point, le président Trump avait en quelque sorte un point dans son diagnostic. Pas lui qui a découvert que les Chinois subventionnaient leur économie. Encore une fois, si on a mis ça à l'ordre du jour durant le Doha en 2000, c'est qu'on en avait une petite idée à l'époque. Ce n'est pas lui qui a fait progresser le schmilblick. Il n'a rien fait pour que ça change. Mais il faut reconnaître que sur ce point-là, sur le plan de l'analyse, il n'avait pas tort. Et je prends le risque d'en parler à l'imparfait. Alors, vous rendez-vous compte, M. Lamy, que c'est là-dessus que vous allez nous quitter en nous disant que finalement, sur un point, Trump n'avait pas tort, alors qu'on est toujours dans l'expectative d'attendre les résultats de cette élection aux États-Unis. Il y a comme quelque chose de plus ironique dans tout ça. M. Lamy, on vous libère parce qu'on sait que vous avez d'autres engagements. Vraiment, de la part de l'Institut, dans le cadre de cette journée Gérer la joie, un énorme merci pour votre disponibilité, pour cet échange qui est extrêmement riche, intéressant et qui va nous permettre par la suite de poursuivre entre nous la discussion. Monsieur Lamy, merci beaucoup. Et content de vous avoir retrouvé pour ce court moment ensemble qui, je l'espère, sera suivi d'autres. Et donc, un grand salut à tout le corps professoral, à vos étudiants. On continuera à refaire le monde ensemble. Au revoir. Merci, Monsieur Lamy. Au revoir. Alors, ce n'est pas terminé notre échange. On va laisser M. Lamy filer à ses engagements, mais je vais poursuivre maintenant la discussion avec nos trois invités. Nicolas Rémillard, M. Lamy a parlé de vaccins à plusieurs reprises et pour lui, il y a un immense enjeu, un immense défi. Vous avez, vous aussi, des réflexions justement sur ce qui va arriver, quand le fameux vaccin va exister et que tout le monde va vouloir en avoir pour sa nation, pour son pays, pouvoir le distribuer à ses propres citoyens. Vous avez, dans un échange préparatoire avec moi, déjà mentionné que ça peut être un point de bascule et ça peut changer même des rapports de force. Ben, en fait, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas s'il va y avoir un vaccin. C'est inévitable qu'il va y avoir un vaccin. On ne sait pas quand, mais il va en avoir un. Cependant, c'est qui va avoir le premier vaccin? Ça, c'est la question. Et le pays qui va avoir le premier vaccin va détenir une force de frappe absolument extraordinaire dans la diplomatie.
Si, par exemple, c'est l'Université d'Oxford qui sort le premier vaccin, est-ce qu'il peut y avoir un rapport de force différent entre l'Angleterre et l'Union européenne au niveau de la négociation du Brexit? Personne n'en parle officiellement, mais c'est quelque chose à examiner. Si, par exemple, la Chine a le premier vaccin, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes diplomatiques actuellement avec la Chine, beaucoup d'États, mais est-ce que ça va rétablir certains ponts? Sûrement. Dans quelle mesure? On ne peut pas on ne sait pas, on ne peut pas le prétendre. Alors, la diplomatie, si on veut, la diplomatie du vaccin, elle est bien réelle. Elle n'est pas active actuellement parce qu'on n'a pas de données à savoir avec certitude quand ça va arriver, mais le premier pays qui va l'avoir va changer la donne complètement. C'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on entend, et c'est la crainte aussi de plusieurs personnes à certains égards. Monsieur Debloc, une réaction là-dessus? Écoutez, on vient d'évoquer la question des vaccins, mais il y a quand même autre chose aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on est un peu, nous, à attendre le vaccin comme on croit au Père Noël. Parce que notre économie, nos économies, là, M. Rémillard l'a évoqué tantôt, sont quand même ébranlées par la crise, très ébranlées. Alors qu'à l'heure actuelle, on voit bien que du côté de l'Asie, les choses sont revenues à la normale. On a juste regardé le trafic aérien en Chine, on est quasiment à des taux de circulation des avions qui étaient équivalents à avant le Covid. Donc là, on a d'un côté une économie qui est en pleine reprise et qui s'affirme, qui se réaffirme en plus, de l'autre, nos économies qui s'affaiblissent et on court après un vaccin qu'on espère l'avoir le plus rapidement possible. Donc là, il y a la question de rapport de force qu'a évoqué M. Rémillard. Ce rapport de force risque aussi de basculer rapidement. Si d'un côté, on a des économies en Europe ou en Amérique qui sont complètement affaiblies, je ne parle même pas de certaines régions du monde où c'est encore davantage affecté, et de l'autre, une Asie qui se resserre, qui développe ses liens entre elles et qui en même temps se réaffirme et même se positionne de plus en plus massivement dans l'économie mondiale. Oui. Réaction, Mme Rioux? Il va falloir ouvrir votre micro. Oui, voilà. Une courte réaction. Je pense qu'effectivement, il va y avoir ce qui est drôle, on met beaucoup d'accent sur la rivalité, mais il y a aussi beaucoup de coopération. Je pense qu'on l'oublie un peu. C'est vrai qu'il y a une course, mais en même temps, moi, j'ai été quand même assez fascinée et impressionnée de voir les grandes coopérations. Donc, effectivement, je pense que M. Lamy aussi le souligné, il faut quand même réfléchir à organiser les choses lorsqu'il va falloir distribuer. Mais je pense que jusqu'à maintenant, quand bien même il y avait beaucoup de rivalité et je dirais le langage, j'utiliserais un langage diplomatique, hein. Je dirais il y avait de la rivalité, il y avait même des tensions commerciales vraiment très grandes. Je pense que jusqu'à maintenant, on s'en est quand même assez bien sorti. Avec, je dirais, l'élection qui, bon, on pense que les résultats vont sortir bientôt. Si ça va dans le sens qu'on a prédit depuis quelques jours, depuis hier au moins, il me semble qu'on peut avoir un leadership américain à ce niveau-là. En tout cas, on peut voir la tension baisser d'un cran. Et je pense que ça va aider beaucoup. Donc moi, je serais peut-être un peu moins pessimiste et alarmiste, mais c'est vrai que le problème reste entier de la distribution. Je vais relancer une nouvelle question à vous maintenant, M. Debloc. On est dans un contexte où tout le monde réfléchit à la relance post-COVID. Certains s'y essaient, mais la deuxième vague, ça casse un élan. Du confinement à nouveau, ça casse un élan. M. Lamy parlait donc avec ces nouveaux mots de vocabulaire de la nécessité de redéfinir, et vous l'avez souligné vous aussi, repenser les organisations, repenser les accords, la façon d'envisager le multilatéralisme. M. Lamy nous parle de polylatéralisme. En fait, mais il reste quand même que même si M. Biden devient président des États-Unis, ce réflexe protectionniste, je dirais, d'abord de penser à soi. Les économies sont malmenées. Il y a des crises qui s'en viennent. On n'en a pas terminé de subir les effets des impacts économiques de la COVID. Jusqu'à quel point ils vont être capables de se redéfinir et d'en discuter de façon sereine, tout le monde ensemble, dans un contexte de repli sur soi, dans un contexte de tension énorme, dans un contexte de peur d'une certaine façon et de grandes rivalités toujours existantes? C'est une question énorme que vous soulevez là, parce que
Effectivement. D'ailleurs, j'étais un peu surpris quand Pascal Lamy a parlé, bon, pas, vous ne regarderez pas sur une cadence de papa, mais il semblait, dans le fond, dire que le débat, il ne va pas se faire à l'OMC, il va se faire en dehors de l'OMC. Parce qu'au fond, c'est comme si, bon, il a parlé du renforcement des pouvoirs, du secrétariat, de la direction, etc. Mais c'est comme si l'OMC n'était plus dans la course. Il y a quand même un certain nombre de débats sur la régulation, sur la réglementation qui se font en dehors de l'OMC au travers des accords bilatéraux, régionaux, etc. Donc, c'est plus peut-être par là que vont se faire les choses, vont évoluer les choses, où là, on peut effectivement davantage impliquer les ONG, la société civile, même les entreprises, etc. Peut-être qu'à l'OMC, où chacun risque de camper sur ses institutions, sur ses positions, pardon. Il y a un autre point aussi qui me paraît extrêmement important. Il faut repenser effectivement le multilatéralisme. La digitalisation, pour reprendre les mots de Pascal Lamy, de l'économie est en train de transformer nos relations. C'est clair, on ne peut plus négocier comme avant, donnant. Les GAFA, les sociétés digitales, les sociétés d'information, finalement, ça traverse les frontières. Il faut aborder les choses différemment. Donc, inévitablement, il faut repenser le multilatéralisme, non pas seulement en termes de principe, mais en termes d'opérationnalisation. Donc, il faudrait que ce soit un multilatéralisme qui va devoir être, je dirais, qui va s'appliquer concrètement à des réalités, qui va rejoindre les milieux d'affaires, qui va rejoindre ces sociétés-là. Et donc, ça va nous obliger à avoir d'autres concepts que les concepts qu'on avait jusqu'à présent, le concept de non-discrimination, le concept de donnant-donnant. Il faut qu'on soit capable de repenser finalement en termes de fluidité, en termes d'interconnexion. Moi, je pense que le mot le plus important à l'heure actuelle, c'est l'interconnexion, c'est l'interopérabilité des systèmes réglementaires. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller avec des principes, mais en même temps aussi s'arranger pour que ça corresponde aux réalités actuelles. Et là, encore une fois, on n'en est pas encore là, on est encore très loin pour moi à l'OMC. Au moins, les accords comme l'accord Canada-Europe ouvrent la voie dans ces directions-là. Ça permet de jeter des jalons, de poser des pierres, et je pense que c'est une bonne façon d'aborder le problème. Mais je reviens avec ça, il faut que non seulement on a un langage commun, qu'on a des principes qui convergent, mais surtout qu'on soit capable d'opérationnaliser ça par rapport aux réalités actuelles. Je m'en dis qu'au-delà des principes, on rejoigne la manière de faire des individus, des personnes, des consommateurs, des producteurs. Aujourd'hui, le monde a changé en termes d'achat, en termes de vente, en termes de production. Je pense que c'est ça qu'il faut partir à l'heure actuelle pour justement repenser le multilatéralisme. Le temps qui nous est alloué est presque terminé. J'aimerais avoir une dernière conclusion, un peu en forme de réaction de tour de table. Nicolas, je vais commencer avec vous. Nicolas, vous m'entendez? Bon, je n'entends pas Nicolas, alors je vais donner la parole à Mme Rioux d'abord. Mme Rioux, vous ouvrez pas le micro? Voilà. Oui, bien, je suis tout à fait d'accord avec Christian Debloc. Je crois que notre ami M. Rémillard est de retour. J'ai pris votre tour puisque vous êtes... Mais c'est pas grave, allez-y, vous faites ça parfaitement bien, allez-y, c'est intéressant en plus. Vous aurez le mot de la fin, Nicolas. Mais je ne serai pas très long parce que le temps file, je le vois bien. En fait, on parle beaucoup de coopération réglementaire. Puis j'avais quelque chose à dire de plus sur ça, c'est-à-dire, M. Lamy disait, on va aller plus loin vers, par exemple, les subventions d'État, il va falloir se poser cette question-là, les normes phytosanitaires, etc. Mais il y a la question de la normalisation au niveau social et environnemental. Il y avait l'air d'être très optimiste, en tout cas plus optimiste sur le plan de sauvons la planète, mais en fait, cette coopération au niveau social, moi je pense qu'elle est... on l'a vu avec les réactions, la montée des nationalismes et du populisme, ça c'est parce que finalement la société n'accepte plus, il y a un déficit de légitimité de la mondialisation et je pense que d'écarter, en tout cas même si c'est difficile, je pense que ces normes
donc des normes de développement durable à tout point de vue, hein, même sur le plan identitaire et culturel. La question des principes démocratiques, on parle d'économie de marché, mais ce n'est pas juste comment les États interviennent sur le plan économique, mais c'est aussi leur responsabilité par rapport à une gouvernance économique et sociale qui, je dirais, bon, s'inspirerait peut-être de l'esprit de 1945 lorsqu'on avait pensé cette grande charte de la Havane. Bon, maintenant, on ne parle plus comme ça. C'est quand même étonnant. Il faudrait parler comme ça avec une pluralité d'acteurs et puis être capable de se mettre en place des règles pragmatiques, mais qui vont très loin à ce niveau-là, une sorte de pacte mondial. On parle au FMI de Global Reset, là, de grand reset. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on retourne à cet esprit du premier Bretton Woods en se demandant, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réarranger les choses? Alors, je vous laisserai sur cette idée. Et Nicolas, en terminant. Ben, écoutez, j'ai écouté attentivement mes deux copanélistes et je pense qu'un terme qui me revient à l'esprit est le marché global. Alors, plus que jamais, on est dans un marché global. Maintenant, il faut le redéfinir, mettre des balises, l'améliorer, le rendre plus opérationnel, plus accessible, mettre de la réglementation. Et je finirai en vous disant ceci. Ce que j'entends beaucoup, c'est que beaucoup de gens, par exemple, regardent l'épidémie de la COVID et mettent beaucoup d'emphase sur un vaccin. C'est bien, mais ça ne solutionnera pas tout. Maintenant, beaucoup de gens mettent toute l'emphase sur l'élection de M. Biden pour solutionner beaucoup de problèmes dans le monde actuellement. Dans tous les enjeux qu'on a discutés, j'entendais toujours l'élection de M. Biden. Une élection de M. Biden ne solutionnera pas tout, du moins pas tout d'un coup. Donc, il faut faire attention, il faut laisser les choses en perspective et je pense que nous traversons des temps particuliers, mais qui, en bout de ligne, vont représenter leur opportunité de redéfinir des relations, redéfinir des échanges et mettre des nouveaux contextes en place. Alors voilà. Alors, il ne manque pas de gens savants, intéressants, passionnés pour aborder ces questions-là. Michel Rioux, Christian Debloc, Nicolas Rémillard, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous tous et de vous entendre réfléchir et discuter comme ça en direct avec M. Lamy. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Quelle conversation enrichissante pour le. C'est le mot qui est simple à la fois, mais qui veut tout dire. Je pense que M. Lamy, on va se le dire entre nous, est quelqu'un qui manie les idées comme rare. Peu de personnes le font. Alors là-dessus, on va le remercier pour sa participation et de nous avoir aidé à mieux comprendre des liens qui existent évidemment, carrément la démocratie, les enjeux évidemment commerciaux importants. Christian Debloc mentionnait aussi l'importance de la lutte contre la pauvreté et donc ces enjeux qui sont extrêmement importants pour la survie de notre espèce à travers la pandémie, mais aussi après, comme Nicolas le disait, après pandémie également. Alors, je vous remercie tout le monde, évidemment, pour votre participation, vos contributions. Julie, encore une fois, un grand merci d'avoir réussi à tenir cette conversation-là avec grande finesse. C'est très apprécié d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Donc, Michel également, Christian, Nicolas, merci beaucoup. Je remercie aussi Bernard de Rome, qui n'est pas très loin, j'imagine. Bernard, encore une fois, merci pour l'animation initiale avec M. Lamy. Une conversation extrêmement riche aussi qui nous aura permis donc de poursuivre dans ce débat-là par la suite. Je vous invite à venir nous rejoindre donc le 9 novembre prochain avec la suite des rendez-vous Gérin-Lajoie. Donc, une conversation qui aura lieu cette fois sur les conséquences de la pandémie pour l'Afrique, notamment la région de l'Afrique de l'Ouest. Il se passe autre chose à l'extérieur de l'Occident et à l'extérieur des États-Unis. Alors, c'est ça aussi l'idée des rendez-vous Gérin-Lajoie. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. On va tous retourner peut-être à ce qui se passe au niveau des États-Unis. Il n'y a pas eu, pour ceux qui sont restés attentifs avec nous, il n'y a pas de nouvelles encore. Évidemment, la tendance se maintient. Je ne fais pas de jeu de mots, mais clairement, on aura des nouvelles dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Julie, je suis certain qu'on se verra en ondes là-dessus prochainement également. Comptez sur moi. Merci à tous et à tous. Au revoir. Merci beaucoup.